Oui, j'écoute Jean-Claude et je trouve ça complètement terrifiant comme perspective, parce que pour moi, le plaisir de lire, c'est le plaisir d'être emmené dans un endroit que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas prévu, par un auteur à qui je fais confiance pour m'emmener par la main. Je ne sais pas du tout où et je ne veux pas le savoir à l'avance. Et je fais partie des gens qui ne commencent pas par jeter un coup d'œil sur la dernière page pour acheter un bouquin. Donc, je ne souhaite pas d'un mode de sélection dans lequel je dis je veux des héros positifs ou au contraire des gentils héros, je veux que ça se termine bien ou pas bien, et je veux qu'il y ait tant de proportions de cul ou pas de cul, ou de poésie ou de je sais quoi d'autre. Non, surtout pas. Mais tu sais Sylvie, l'avantage de ce système, c'est que ça ne sera pas du tout un système hégémonique, c'est-à-dire que tu ne seras pas obligé de le faire. Tu pourras parfaitement décider de choisir un livre, je dirais, qui te surprendra. Ce sera un des critères possibles. Ça, c'est la théorie, mais que devient un libraire, par exemple, dans une situation comme ça? Tu veux dire un libraire comme Amazon ou un libraire comme la librairie qui vend des livres? Comme la librairie qui vend des livres. Et Amazon, c'est pas un libraire pour toi? Non, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement. Quand j'arrive sur Amazon, j'ai pas quelqu'un qui m'accueille en me disant bonjour, j'ai pas quelqu'un qui va m'orienter. Non. Non. Et moi, quand je me connecte sur Amazon, j'ai bonjour Jean-Claude Dugnac. C'est curieux, tiens, c'est. Ah, enfin bon, vas-y, continue ton exemple. Non, mais il peut y avoir une relation. Encore une fois, quand je dis libraire, effectivement, entendons-nous bien, c'est peut-être plutôt libraire indépendant que effectivement grande surface commerciale ou culturelle. Mais il peut y avoir une relation. Avec un libraire, alors je vais faire une analogie encore, ça va être assez particulier, mais quand j'arrive chez le boucher, par exemple, il va me dire « Ah tiens, aujourd'hui, j'ai tel morceau particulièrement intéressant qui vient de tel éleveur, etc. » Et je sais que tu aimes bien, oui. Voilà. Est-ce que le libraire aussi, il peut connaître suffisamment ses lecteurs les plus fidèles pour leur dire tiens, il y a ça qui vient de sortir. À mon avis, ça t'intéresse. Ah mais moi je débarque à Toulouse chez ma librairie Cathy Martin qui me dit ah tiens j'ai reçu ça, c'est pour toi. Par contre, curieusement, je débarque à Cahors, j'ai dit bonjour, est-ce que vous aurez ça? Alors on fait pas de la science-fiction, monsieur, ici c'est de la littérature. Donc je suis accueilli par un libraire dans les mêmes cas. Donc c'est quoi ta question? Est-ce que je suis accueilli par un libraire de la bonne façon? Quel est mon rapport avec le libraire? Oui, le rapport avec le libraire va complètement changer. Alors, est-ce que le métier de libraire a encore un avenir, alors? Dans ce sens-là. De libraire comme Amazon ou de libraire papier avec du stock? De libraire papier avec du stock. Eh bien, pose-toi la question de savoir combien tu as vu de photographes dernièrement qui font des sorties papier dans ta rue. Moi, je vais à peu près faire de la plongée sous-marine au même endroit depuis 10 ans. J'ai connu l'époque où il y avait 6 photographes qui travaillaient pour développer les pellicules des trucs. Il y en a un demi maintenant. D'accord? Mais ça reste quand même si c'est passage au numérique, ça reste un commerce de proximité. Ça reste un commerce de proximité. Est-ce que là, sont devenus un demi. Est-ce que la notion de libraire de proximité est pas en train de disparaître? Probablement, ou elle sera remplacée par autre chose. La question c'est, est-ce qu'elle disparaît pour être remplacée par autre chose? Est-ce que le service qu'elle fournit a toujours de la valeur ou est-ce qu'il doit être remplacé par un autre type de service? Ce sont des questions, tu sais, on n'a pas la réponse. Oui, non, mais ce qu'on est en train de te dire actuellement, c'est que la vente d'un objet numérique... Il y a des gens qui se la posent quand même. Oui, mais la vente d'un objet numérique équipé de métadonnées n'est pas la vente d'un objet physique. Un objet numérique, ça fonctionne à peu près comme une agence matrimoniale. Tu as un profil de client qui est un profil que Amazon en tant que client possède de toi. Il y a un objet numérique qui a aussi un profil et il y a des algorithmes de mariage qui fait que monsieur l'algorithme Amazon propose à monsieur Albert Dupont le livre écrit par Georges Durand qui lui paraît correspondre à peu près à ce que cherche cette personne. C'est vraiment du mariage numérique. Ce n'est pas le libraire qui te connaît, qui t'a vendu depuis 10 ans un ensemble de choses qui te parle. Et ce n'est pas non plus le libraire qui ne te connaît pas, qui t'accueille en disant « Vous cherchez quoi? C'est dans tel rayon. » Ou alors « On n'en a pas, monsieur, on ne fait pas ça. » Oui, on n'est pas enregistré, là, je peux dire des bêtises. Puis Jean-Claude a commencé à parler d'agence matrimoniale, donc je peux bien parler de politique ou de société. Je crois que la question dont on est en train de parler, elle dépasse largement celle du livre numérique, qu'il s'agit d'un tissu social qui est peut-être en train d'être remis en cause. On parle de commerce de proximité. C'est vrai que si on envisage un avenir complètement structuré par les réseaux et les nouvelles technologies, on n'a plus besoin de commerce de proximité, on n'a même plus besoin d'hypermarché, on passe nos commandes par Internet, on fait des rencontres sur Internet,
On planifie l'ensemble de ses goûts, la communauté idéale avec laquelle on veut être en interaction, et pof, on la trouve grâce à Internet. Et il y a un moment où ça marche plus. Et la meilleure preuve qu'il y a un moment où ça marche plus, c'est le fait qu'on est de plus en plus nombreux à venir dans des festivals, merci Marie-Charlotte, parce qu'on a besoin de se rencontrer en vrai, pas seulement entre gens qui se connaissent, mais on vient aussi ici pour faire de nouvelles rencontres, les faire en vrai, en mangeant ensemble, en se faisant des bisous sur les joues en vrai, parce que les bisous virtuels, ça va bien un moment, mais je trouve que dans le tissu urbain, moi je suis à Lyon, je ne suis pas dans un petit village paumé, quand j'ai une soirée de libre, ce qui m'arrive de temps en temps, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où aller dans un endroit où il y aurait des gens qui n'avaient pas prévu spécialement d'avoir rendez-vous avec moi. Avant, c'est peut-être parce que je vieillis, mais avant il y avait plein de bistrots, il y avait plein de restos, il y avait plein d'endroits où il y avait des petites troupes qui passaient faire du spectacle. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins et que c'est pas seulement moi qui me décale. Parce que j'entends aussi mes étudiants dire que finalement, oui, peut-être que pour faire des rencontres, il faudrait qu'ils s'inscrivent sur des sites de rencontres. Et je crois que ça ne peut pas marcher que comme ça. Et je suis persuadée, de la même manière que je crois qu'il continuera à y avoir des livres papier, je crois qu'il y aura toujours, peut-être pas des librairies au sens où on les connaissait, mais des festivals où les auteurs viendront vraiment, où il y aura des vrais machins à feuilleter, qu'on pourra ramener dans sa vraie valise qu'on porte sur le dos dans le train, eh bien, je crois qu'on continuera à en avoir besoin et qu'on repartira avec les affiches des festivals en même temps que les bouquins. On continuera à avoir mal au dos alors. Oui, mais c'est vrai qu'on peut avoir des tas d'écrans chez soi et projeter dans des cadres virtuels des tas de trucs qui défilent sur des écrans magiques, mais c'est pas pareil que de ramener une affiche. Et nos lieux de vie et nos environnements de vie ne peuvent pas être constitués que de virtuel, n'en déplaise à Greg Egan, que j'adore. Laurent? Ouais, je voudrais revenir sur la librairie, et je vais faire une autre analogie que celle de Jean-Claude, et je vais plutôt parler des disquaires qui eux ont disparu. Ne nous leurrons pas, sans le prix unique du livre, il y aurait déjà plus de librairie indépendante depuis assez longtemps. Ce qui est arrivé aux disquaires indépendants. Il reste, ceci dit, quelques disquaires indépendants. À Toulouse, il y a des disquaires indépendants, il y en a 2 ou 3 à Bordeaux. Et je pense que c'est l'avenir de la librairie, ça va être ça, va être des librairies très spécialisées sur des marchés de niche avec une clientèle fidèle. Ce qui commence dans les grandes villes avec voilà. le cas. Et je pense que les librairies généralistes, je fais de la prospective là-dessous peut-être, mais les librairies généralistes, celles dont tu parles à Cahors, j'ai bien peur que celles-là ne survivent pas, quoi. Elles sont déjà en survie artificielle, donc voilà. Et après, sur ce que tu disais... Au-delà du magasin, il y a le métier de libraire aussi, parce que, pour reprendre... Le métier, il va se diversifier, je pense, il va se reporter. Mais parce qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces commerciales, c'est pas des libraires, c'est des vendeurs, c'est pas tout à fait pareil. Après, c'est un autre problème, il y a des libraires dans les grandes surfaces commerciales, mais qui sont sous les dictats des commandes groupées des grands groupes, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais il y a des libraires, mais qui n'ont pas trop le droit de faire leur boulot, en quelque sorte. Donc, enfin, on se fait aussi beaucoup embaucher avec un BTS Action Co, plus qu'avec vraiment un DUT du métier du livre. Non, ça dépend. Il y a beaucoup dans les centres culturels Leclerc, il y a beaucoup de vrais libraires formés pour ça, mais qui ne peuvent pas faire leur boulot comme ils l'entendent. On a parlé des libraires, et les bibliothécaires alors? À quoi ça va ressembler une bibliothèque? Prends un micro, pour qu'on t'entende. Non, c'est enregistré. Je voulais pas interrompre par rapport aux libraires, mais aussi il y a une phase, Jean-Claude l'a dit, Laurent l'a dit, entre le moment où quelqu'un a écrit quelque chose, un roman, une nouvelle, un poème, enfin bon, ça. Et le moment où il est publié dans le livre actuel, qui est ce co-travail avec l'éditeur. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un livre n'est pas le livre de son auteur. Il est le résultat d'un travail d'équipe. Si l'auteur a la chance de tomber sur un éditeur qui fait vraiment son travail d'éditeur, qui fait retravailler, qui critique, qui prend pas comme ça n'importe comment. Et alors, je sais que Jean-Claude a
à la réponse, parce qu'il y a aussi des plateformes de comment se relire entre soi, comment se critiquer entre soi et des choses comme ça. Mais c'est important, cette phase. Alors, le comité de lecture d'un éditeur peut être surnommé comité de censure, hein, c'est vrai aussi, hein, dans pas mal de maisons d'édition. Mais il y a là une valeur ajoutée dans la chaîne actuelle de production du livre qui peut-être risque de manquer si tout un chacun met sur ce que tu disais. Mais alors, avant voilà, de laisser répondre Jean-Claude, excuse-moi. non, parce que j'ai une question à vous poser. Parce que justement, dans cet état d'esprit-là, est-ce que justement, ce que propose Jean-Claude, puisqu'on parle de fabriquer et de vendre un livre numérique, est-ce que c'est pas aussi une opportunité pour un jeune auteur, par exemple, quand il veut envoyer son manuscrit à un éditeur, de pouvoir l'envoyer sous un format numérique, au lieu d'aller se taper les photocopies de ses manuscrits en tel nombre d'exemplaires? Non, ça, il suffit qu'il envoie le fichier Word si l'éditeur l'accepte, hein, c'est clair. Il y a des éditeurs, il y a de plus en plus d'éditeurs qui acceptent de lire sur écran, et moi-même je le faisais à l'époque. Bon, donc on n'a pas besoin de passer par le livre numérique. Bon, par contre, Anne soulève un problème qui est très clair, c'est que, soyons clairs, 90% des gens, 99% des gens qui ont écrit des romans ne sont pas des écrivains. Et quand je dis qu'ils ne sont pas des écrivains, on peut retravailler leur texte pour qu'ils soient proprement sans faute d'orthographe en français. Ça reste un non-roman, ça reste un livre profondément chiant que personne n'a envie de lire au-delà de 10 pages. On n'y peut rien, on ne sait pas pourquoi. Mais ça c'est vrai. Et personne n'est capable de transformer un non-écrivain en écrivain. Personne. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On peut, quand on est écrivain et qu'on commence, qu'on est mauvais écrivain, devenir meilleur. Mais un non-écrivain,